Merci, Monsieur le Ministre, pour votre exposé, enfin votre vision. Et dans l'arsenal juridique, nous avons pressenti qu'effectivement, il y a peut-être des choses à faire sur les dissolutions et qu'il faut manier tout cela avec précaution, parce que la liberté d'expression, elle est quand même, c'est une colonne vertébrale de notre démocratie, et il faut faire attention avec cela, mais effectivement peut-être faciliter plus, disons, juridiquement les dissolutions quand il en est de besoin. Et de ce point de vue-là, je vous poserai une question sur l'Allemagne, mais avant cela, je voulais vous demander, il y a une certaine libéralisation de la parole raciste, la parole extrémiste, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, enfin, tout ça n'a pas de sens, la parole radicale, disons. Pensez-vous que les lois existantes, comme la loi Guesso sur le négationnisme, sont-elles encore efficaces? Est-ce qu'il est possible de les renforcer? Et peut-être notamment introduire un point sur l'islamophobie. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on constate qu'il y a une vraie libéralisation de ce racisme-là, qui est souvent le fait des groupuscules d'extrême droite, et ce qui correspond à notre commission d'enquête. On voit d'ailleurs que certaines personnes qui ont été condamnées pour des propos islamophobes continuent à s'exprimer dans les grandes chaînes d'information en continu ou en interrompu. Enfin, c'est assez, disons, ça fait vraiment c'est étrange de voir des personnalités condamnées pour ces propos continuer à tenir des propos pas identiques, mais disons quasiment identiques, et dont d'ailleurs ces propos ont été souvent le fruit d'une réflexion qui dépasse la France, et même ont été quasiment portés au point de produire ce qui s'est passé récemment en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire des actes de crimes horribles mis en ligne de manière quasiment normale. Et voilà, et tout ça ne dérange personne en France et continue à être entendu tous les matins, toutes les semaines sur les radios, sur nos radios françaises. Et d'ailleurs, pour la Nouvelle-Zélande, nous avons posé la question à vos services, mais doit-on craindre qu'un attentat de ce type-là se produise en France dans les mois ou dans les années à venir, avec cette libéralisation de la parole raciste? Sur l'Allemagne, pour venir sur ce point, la France pourrait-elle s'inspirer utilement de l'Office de protection de la Constitution qui existe en Allemagne, qui surveille, qui infiltre les groupes extrémistes et qui est étroitement contrôlé par le Parlement fédéral? La France doit-elle revoir ses traditions et se mettre à ce qu'on appelle la démocratie militante, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Allemagne la démocratie apte à se défendre contre ses propres ennemis? Voilà, merci. Beaucoup de questions dans votre question. La dernière est presque philosophique. Elle est celle de savoir si on utilise les armes de la démocratie, qui font ce que nous sommes, face à des gens qui contestent la démocratie. Certains pensent que du coup on peut lever ces obstacles liés à la démocratie, au respect des règles du droit, pour être efficace, pragmatique. Bon, c'est des débats qui existent en France, qui existent dans le monde entier. Il y a des lois... Il y a une loi chinoise qui est par exemple connue, où on considère que tout responsable chinois, où qu'il soit dans le monde, et on peut trouver un parallèle d'ailleurs avec quelques lois américaines, s'il y a un risque pour la sûreté nationale du pays, doivent immédiatement coopérer, informer, etc., sous peine de sanctions pénales. Nous ne disposons pas d'arguments juridiques de ce type-là en France. Est-ce que c'est bien ou pas? Il appartient au législateur de le décider. Vous sentez dans ma remarque mon sentiment, mais c'est à vous de décider si on peut lever ces obstacles-là ou pas. Et puis ensuite, il y a la question inverse,
de se dire, au fond, on est trop dans le monde on agit trop comme des bisounours alors qu'on a des adversaires. Bon. Voilà, je pense qu'il faut trouver ce point d'équilibre. La loi sur le renseignement, par exemple, qui s'applique en France, fera l'objet d'une évaluation qui reviendra devant vous en 2020, doit permettre d'avoir cette discussion-là, et elle doit avoir lieu devant la représentation nationale. Elle ne peut pas être laissée, je sors de mon rôle sûrement, mais elle ne peut pas être laissée à la seule main de l'exécutif, pour reprendre la discussion que vous avez connue en Allemagne. Et aujourd'hui, je crois qu'on a un dispositif qui montre son efficacité, mais qui n'empêche pas le risque. Vous m'avez posé la question de savoir si le risque d'un attentat contre une mosquée issue de gens qui portent cette idéologie d'extrême droite est possible. Oui, il est possible. D'ailleurs, 3 risques d'attentats liés à des groupuscules d'extrême droite ont été déjoués ces 2 dernières années, ou ces 3 dernières années. L'un d'eux, on en avait parlé parce que Jean-Luc Mélenchon avait été à un moment évoqué comme une cible. Et moi-même, j'ai été identifié comme une cible, suivi dans ma commune. Et l'auteur qui m'a suivi manquait d'armes à ce moment-là. On avait commandé et attendait une livraison de couteaux pour me zigouiller. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, quand on regarde la structuration de ces phénomènes d'ultra-droite, la rhétorique que j'évoquais dans mon propos liminaire anti-institutionnelle se construit de plus en plus quand même avec... sur cette nouvelle frange néo-patriote, néo-populiste, elle est vraiment inscrite dans de l'islamophobie, pour reprendre ce que vous posez comme question. Et elle évoque la question de l'invasion musulmane, la question du grand remplacement, et elle se prête effectivement à des volontés violentes de lutte contre. Et on a eu des tentatives d'attentats qui pouvaient conduire à cela. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les attentats, le risque est endogène pour l'essentiel, et qu'il peut se faire avec une seule personne et avec toute forme d'arme assez facile, hélas, à trouver sur le marché, voire assez facile à constituer. J'évoquais l'opération proche de Toulouse, où là, on était en train de fabriquer des explosifs, même si on est sur l'autre tendance ultra, mais on était dans ce schéma-là. Quand on regarde... pour répondre à votre question, les évolutions, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'on n'a pas forcément plus d'actes racistes en France aujourd'hui que ce que nous avons connu à d'autres moments. Mais l'islamophobie, elle, devient aujourd'hui un sujet de rhétorique qui leur appartient, qui s'est totalement banalisé. Et donc on a un déplacement du curseur. Est-ce que c'est lié aux attentats de 2015, etc. Sûrement. Mais il leur appartient. Enfin, moi, je ne suis pas là pour savoir d'où vient cela, mais on voit cette évolution-là. L'évolution de la parole raciste, la libéralisation de la parole raciste, peut-être, mais pas forcément constatée par un plus grand nombre d'actes racistes. Mais une chose est sûre, c'est que par contre, la parole islamophobe, elle, c'est objectivement libérée, et on le constate, hélas, à mon sens, partout. Donc, quels sont les outils juridiques pour répondre à cela? Les outils, ils existent. Encore faut-il, c'est la question de l'application, de la constitution du dossier pour ce qui relève du ministère intérieur, ou même de l'application. Excusez-moi, mais par exemple, quand je vois que l'invitation, je mets le mot entre guillemets, à la police sous forme de suicidez-vous, peut valoir des poursuites judiciaires à Paris et peut ne pas constituer le délit d'outrage selon une décision judiciaire à Marseille, j'avoue être assez perturbé. Il n'appartient pas de commenter une décision de justice, mais elle montre bien que c'est la question du contenu qui mérite aussi d'être précisée peut-être, et ça peut faire partie des préconisations. Mais le Parlement peut effectivement considérer que la simple propagation d'un propos antisémite, islamophobe, raciste, pourrait effectivement constituer un outrage, une menace, et avoir une qualification juridique différente. Je ne vous y invite pas, hein, mais ce que je dis, c'est ça, c'est votre responsabilité sur cela. Donc voilà, sur la libération de la parole islamophobe, oui. La question du révisionnisme, là, je veux dire, elle est très politique. Moi, à titre personnel, je me suis exprimé pour dire que je pense qu'il est toujours difficile pour un politique de se prononcer sur l'histoire. J'ai toujours pensé que l'histoire appartenait plus dans son examen aux historiens qu'aux politiques. Pour une raison simple, c'est que nous sommes forcément dans l'émotion subjective. Nous sommes tous dans l'émotion subjective. Il arrive même à Meyer Habib, des fois, d'être dans l'émotion subjective. Et donc, c'est cette difficulté-là. Bon,
Ensuite, vous pouvez en décider autrement. J'étais présent à la cérémonie, la première cérémonie d'hommage au génocide arménien, avec la date de cérémonie nationale, de commémoration nationale qui a été voulue par le président de la République. Mais c'est toujours difficile de toucher l'histoire. Et est-ce qu'une loi règle la souffrance? Je ne crois pas, quand elle est liée à l'histoire. Mais c'est une opinion très personnelle, et donc évidemment, je sors de la commission et il vous appartient d'en décider. Le ministère de l'Intérieur exécutera ce que vous avez décidé. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Ministre pour à chaque fois vos réponses assez précises et détaillées. Mais une de mes questions à laquelle vous n'avez pas forcément répondu, disons, assez précisément, c'était sur finalement la bataille culturelle. La bataille culturelle, elle se joue bien évidemment sur les réseaux sociaux, elle se joue surtout dans les médias. Et moi, comme je l'ai dit, je suis assez outré de voir que régulièrement des personnes condamnées pour, entre guillemets, extrémisme, ou alors au moins paroles idéologiquement extrémistes, sont régulièrement invités et même tiennent des chroniques et nous expliquent et puis distillent leur haine. Vous avez parlé de haine, la haine de l'autre, la haine d'une catégorie spécifique de la population française. Et donc, à cela, comment faire? Et cette bataille culturelle, comment est-ce qu'on peut finalement la remporter? Parce que vous avez absolument raison, on va dissoudre un groupuscule d'extrême droite, un autre va renaître, et puis les personnes qui étaient membres de ce premier groupe seront dans le second, où leurs idées n'auront pas disparu. Et finalement, cette bataille des idées, comment est-ce qu'on la mène? Là, c'est vraiment plutôt citoyen que je parle. Comment est-ce qu'on mène cette bataille des idées? Comment est-ce qu'on gagne cette bataille culturelle? Parce que c'est finalement ça le véritable enjeu. Je reprends. Je n'ai pas répondu parce qu'il est difficile de répondre, parce que là, on est plus sur une question d'appréciation de la façon dont les médiums d'information diffusent l'information et quelle information. Ce que je sais, c'est quand une personne est condamnée, après une enquête menée par nos services, on va dire une alerte, je vais les choses dans l'ordre, une alerte par nos services de renseignement, une enquête est menée par la police judiciaire, une sanction est décidée, la sanction peut être exécutée ou pas, et selon la gravité de la sanction, vous avez un mandat de dépôt ou pas. J'ai vu que certains pouvaient être condamnés à 1 an et continuer à s'exprimer. Et le fait que dans le dispositif de sanction judiciaire, le juge décide une interdiction d'eux. Si ce n'est pas le cas, les médias sont libres d'inviter une personne qui a fait l'objet d'une condamnation à s'exprimer et à tenir des propos qui peuvent être considérés au nom de la liberté d'expression comme devant être défendus. Même si vous les évaluez contestables, et même si je pense que sur les mêmes propos, j'aurais le même sentiment que vous. Mais moi, je suis obligé de rester dans ce cadre-là, qui est celui de fait qu'une personne condamnée peut garder une parole libre et peut être invitée sur les plateaux. Deuxième élément, c'est le discours de penser qu'il y a une responsabilité médiatique à tout ça. Sûrement. Mais je pense que de toute façon, c'est pire que ça n'est plus grave. Tout simplement parce que vous aurez beau inviter une personne qui... Parce que moi, je sors du sujet. En ce moment, on organise des manifestations qui rassemblent royalement 30 personnes, 40 personnes, dans un aéroport, samedi dernier, et qui va passer pourtant en boucle sur des chaînes info, et qui sera invité 4-5 fois, alors que sa capacité de mobilisation, c'est 30 à 40 personnes, 4-5 fois dans la semaine comme invité sur un plateau. On pourrait trouver ça grave. Chacun se fera son opinion. Vous sentez dans le ton de ma voix la mienne. Mais je vous dirais, le pire, c'est que ça n'est plus important. Parce que de toute façon, le médium classique, même de la chaîne info, et qui pourtant est récente, est dépassé sur la diffusion des idées dont on parle. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui font la propre information de certaines personnes qui vivent en cercle clos, c'est encore un problème d'algorithme, en cercle clos la ressource de l'information, et qui du coup ne reçoivent que des informations qui sont rentrées par le biais des algorithmes sur l'entrée philosophique et culturelle de la personne qui le reçoit. Et qui, du coup, tout c'est ce qu'on fait tous. Vous avez tapé plusieurs fois Meyer Habib pour faire des recherches sur vous. Toutes les informations sur Meyer Habib sortent sur votre tablette tous les matins, et vous dites, pétard, qu'est-ce qu'on parle de moi? Ça marche avec moi, donc voilà.
Et ce que je veux dire, c'est que vous avez votre propre biais d'information. Et donc aujourd'hui, en réalité, je pense qu'il est inutile de faire un procès, d'abord il n'est pas opportun, mais il est inutile de faire un procès aux diffuseurs médias classiques, parce que de toute façon, cette question de bataille culturelle se joue ailleurs. Et elle se joue notamment sur ces réseaux sociaux qui donnent un prisme d'information qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de parole légitime, il n'y a plus de rapport au sachant qui pouvait dire aux 20 heures quelle était la photographie, la réalité d'un moment donné. Elle est par nature contestée. Elle l'est notamment par les thèses complotistes. Les thèses complotistes se développent à tout va, et une fausse information qui va sortir sur les réseaux sociaux peut être vue 800 000, 1 million de fois, ou une information réelle, mais qui avant était considérée comme sans importance, peut aussi faire 1,5 million de vues, ce qui sera beaucoup plus que n'importe quel journal classique. Je ne sais pas si je suis clair en vous disant ça. Alors ensuite, la bataille culturelle, elle se mène dans la conscience des choses. Donc c'est le temps éducatif, qui à mon avis est déterminant. C'est le temps familial qui est aussi déterminant. Il ne faut pas faire porter toute la responsabilité à l'éducation nationale, parce qu'il y a aussi ces temps-là. C'est le temps social, au sens large, et sociétal, qui est déterminant.